Le Marshall Mental Coach à Montpellier, c'est par WhatsApp et c'est par les coachings, c'est par WhatsApp et c'est par téléphone, par audio, WhatsApp, téléphone audio. Et pendant 2 semaines dans la formule efficacité, vous avez, qu'est-ce que vous avez? Vous avez droit à un suivi de 2 semaines par écrit. Voilà, et puis vous avez la communauté bienveillante, la team positive, qui répond à vos questions aussi quand vous écrivez en commentaire et qui veut vous aider aussi, la communauté, vous en faites partie et ensemble on est plus fort. Aujourd'hui, on va parler de plénitude, de bonheur, d'harmonie dans le couple, on en a besoin. Et je vais vous expliquer mon expérience de coach depuis 1999 et aussi de vous indiquer, d'après moi, hein, ça ne vient que de moi bien évidemment, que il y a beaucoup de méthodes de thérapie ou de psychologie, voire de coaching qui nous amènent dans une impasse. Et c'est pour ça qu'on galère en couple ou qu'on galère dans la vie en général. Dans la plupart des thérapies, des livres de développement personnel, on dit qu'il faut chercher le bonheur, il faut chercher l'harmonie. Une fois qu'on l'a, il faut continuer à essayer de le maintenir, de lutter, etc. C'est des bouquins à grand succès, comme Prix Mangem, etc., qui ont fait des milliers de ventes. Bien sûr que c'est suffisant, mais on sait aujourd'hui que c'est séduisant, pardon, mais on sait aujourd'hui à neurosciences que ce n'est pas forcément comme ça que fonctionne l'harmonie et le bonheur. Voilà, alors, qu'est-ce qui peut faire que vous allez être bien en couple, que vous allez être plus dans le bonheur? Eh bien, d'abord, on va essayer d'éviter d'imaginer un bonheur éclatant, son avenir où tout fonctionne, où tout est bien, etc. Mes confrères de l'université de Californie autour de Erismos ont bien bossé là-dessus. Et on s'aperçoit que finalement, quand on fait penser à un objectif de bonheur, à des participants, etc., eh bien, on mesure que leur humeur baisse. Alors, comment on mesure? Il y a toute une batterie de tests qui permet de le faire, mais on s'aperçoit que l'humeur est beaucoup moins importante quand on a parlé de nos objectifs. Alors pourquoi ça nous donne un coup au moral quand on parle de quelque chose de parfait? Eh bien, c'est parce qu'on se compare à ce que l'on est. Et quand dans votre couple, par exemple, que l'un des conjoints est en crise et que l'on vient à parler de ce qui devrait être ou voir du passé, eh bien, on va mettre notre couple encore plus en danger et la personne en crise de plus en plus en crise. C'est également d'ailleurs contre-productif de parler du passé type bonheur, hein. Hier, une cliente me disait, est-ce que ce serait une bonne idée de renvoyer à mon copain une photo, un album photo où on est heureux ensemble, où on a passé des bons moments? Eh bien non, parce que on s'aperçoit qu'effectivement les moments étaient beaux, mais qu'aujourd'hui on n'est plus heureux, donc que c'était du passé et que ça marche plus. Donc il faut éviter surtout de faire ça, hein, donc de se projeter dans un futur trop heureux parce que comme on l'a pas aujourd'hui, ça nous fait baisser notre morale, ou de rappeler un passé heureux, parce que du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça montre qu'on est plus heureux et qu'on a envie de partir ou d'être encore plus déprimé. On vous dit aussi parfois que dans certaines théories de développement personnel, que le temps c'est comme de l'argent, c'est un nombre de secondes par jour, hein. Vous avez plein de coachs qui vous parlent de ça, vous avez 70 000 euros par jour, ou je ne sais plus combien ils vous disent, le nombre de secondes par jour, et puis à la fin de la journée on vous les reprend, etc. Non, en neurosciences ça marche pas comme ça, c'est pas une quantité qui donne le bonheur dans le couple, c'est la qualité des moments de plaisir notamment, hein. C'est un des langages qui fonctionne. L'idée c'est plutôt de privilégier quand on a un moment avec quelqu'un, même si c'est 5 minutes, que ça crée une émotion positive et non pas un grand nombre de moments passés ensemble, mais des moments avec des interactions positives, puisque je vous rappelle que les sentiments c'est des pensées plus des émotions. Donc si on vit ensemble des émotions positives et si on a des pensées positives, ça va créer un ancrage positif. Mais si on a des disputes, des choses comme ça, même si on se voit très souvent, eh bien ça ne peut pas fonctionner ainsi. Alors notre théorie aussi vous dit qu'il faut être dans le ressentir et accepter pleinement ses émotions. Mais là aussi c'est une erreur, même si c'est des émotions positives, à force de s'écouter, à force de penser, eh bien on se crée des conflits internes. Ce qui marche mieux, c'est effectivement
émettre des actions, et ces actions qui vont ensuite créer des émotions, qui vont créer ces pensées. Donc là, vous voyez qu'on est dans l'inverse, mais si on écoute trop son ressenti, hein, on sait aujourd'hui en neuro que ben, ça va créer, à force d'observer toutes ces variations, ça va plus nous déprimer qu'autre chose. Et chaque fois qu'on dit à quelqu'un dans son couple, là je sens que ça va pas, dis-moi ce qui se passe, je le sens, je te connais, j'ai un ressenti qu'il y a quelque chose qui se passe, eh bien ça va bousiller le couple, comme on dit. En revanche, si on fait juste des actions positives, des moments plaisir, etc., eh bien c'est là qu'on va construire quelque chose de fort. Hein. On n'est pas les parents de son conjoint, on ne demande pas en permanence comment ça va, pourquoi tu fais la gueule, etc. Parce que ça crée des problèmes quand on est trop dans le ressenti, hein, contrairement à ce qu'on dit. Donc il vaut mieux créer des actions qu'être dans le ressenti, c'est ce qu'aujourd'hui on sait en neuropsychologie, neurobiologie, neurosciences, ce que vous voulez. Ce qui ne marche pas non plus, c'est de se comparer. Vous savez que dans un couple, on se dit « ouais mais les autres ont divorcé aussi » ou « les autres sont plus heureux » ou « regarde ce couple, comment il fonctionne bien ». Ben ça marche pas non plus parce que quand on se compare, on ne voit que l'extérieur des choses. Vous savez qu'une personne par exemple qui a divorcé va dire pour se rassurer très souvent « non mais je suis très content comme ça, heureusement que je l'ai fait, c'est mieux qu'avant ». Alors outre le fait qu'on avait une souffrance physique parce que la personne était violente. Sinon, lors d'une séparation, ben, on a des gros temps de regret, mais effectivement, comme on est victime de la dissonance cognitive et que lorsqu'on a fait une action, on se rapproche de cette action, sinon on souffre trop. Lorsque l'on s'est séparé, ben, on va se dire, tiens, on va rapprocher nos pensées de cette séparation en disant que c'est très bien pour ne pas souffrir. C'est un mécanisme que l'on connaît bien en neurosciences et que certains psys utilisent aujourd'hui magnifiquement, et ça je les pousse en l'air quand vous parlez de dissonance cognitive dans vos séances de psy. Pas assez souvent, mais c'est quelque chose qui est ainsi. Et si vous vous remettez de toute façon en couple, par exemple, vous serez très content parce que comme vous avez fait une action, eh bien vous allez, pour pas souffrir, il faut que vos pensées se rapprochent des actions. Et lorsque l'on est en crise existentielle, eh bien cette dissonance cognitive fonctionne mal, c'est-à-dire comme on a des pensées qui partent dans tous les sens et que l'action que l'on mène est totalement décousue, elle change, je veux revenir, je veux repartir, je veux voir un amant, je veux revenir avec ma famille, eh bien la dissonance cognitive fait exploser, et c'est pour ça qu'en crise on est si mal en point. Alors maintenant que je vous ai dit ce que le bonheur n'est pas, ou comme on se trompe en développement personnel, eh bien je vais vous dire bien évidemment qu'est-ce qui marche pour que le couple fonctionne et que l'individu soit heureux. Et ça, je vous le dirai dans la partie 2 de cette vidéo, hein, que je vous mettrai pour si vous regardez ces vidéos en direct dès demain à midi. Ouais. Qu'est-ce qui va vous permettre d'améliorer votre couple et de le sauver par rapport au bonheur. Ça, on le verra dans la partie 2. En attendant, expliquez-moi dans les commentaires, expliquez à la communauté pour qu'elle puisse vous aider. Quelles sont les erreurs que vous avez fait par rapport à ce qu'on vient de dire dans cette vidéo. Est-ce qu'on s'est comparé aux autres? Est-ce qu'on a voulu construire le bonheur, c'est-à-dire de le dessiner ou de montrer à l'autre des moments de son passé ou de penser à des moments de son passé, ce qui déprime encore plus puisque aujourd'hui on est un peu plus malheureux. Parlez-moi de la crise de vos conjoints ou peut-être même de la vôtre, ou comme vous changez tout le temps d'action, votre dissonance cognitive le phénomène de dissonance cognitive ne peut pas marcher, c'est pour ça que l'on est perdu. Ben voilà, parlez-moi de tout ça, abonnez-vous aussi à cette chaîne, si vous êtes généreux, mettez-moi un pouce en l'air pour que d'autres personnes qui se sont fait avoir par certains concepts du bonheur puissent voir cette vidéo et peut-être aillent mieux grâce à votre pouce en l'air. Peut-être qu'une personne tombera sur cette vidéo et sera plus heureuse grâce à vous. Abonnez-vous à cette chaîne parce que vous avez des posts tous les jours qui vous sont réservés. Et bien sûr, le moment que je préfère, Bruno Marchal. Il vous dit à très bientôt. Bonne journée, la patate.